Donc, bonjour à tous, bienvenue ou bienvenue dans ce Zoom de révision. Pour ceux qui n'ont pas écouté aucun Zoom de révision par le passé, je vous fais un petit résumé. Je vais passer au travers des articles de preuve civile, donner mes commentaires sur les articles que je considère pertinents et utiles. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à rajouter vos propres commentaires, me corriger si je me trompe ou poser des questions sur un élément de la matière. Fait qu'on va passer au travers des articles 2803 à 2870 quelque chose. Et on va regarder aussi rapidement les articles du Code de procédure là, liés à la constitution, communication de la preuve et témoignage. Euh, voilà. Puis on garde en tête dans tout ça qu'il y a les nouveaux articles du Code de procédure civile qui viennent changer la donne sur certaines petites affaires, mais globalement, le droit de la preuve n'est pas tant affecté par la réforme. Donc, si on commence au livre septième, preuve, titre premier, chapitre premier, bon, 2803, si on fait valoir un droit, il faut prouver les faits. Donc, c'est à la personne qui allègue quelque chose que revient la charge de la preuve. On se rappelle que la preuve, c'est toujours prépondérance des probabilités. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou éteint, doit prouver les faits. Donc, si on prouve qu'on essaie d'alléguer qu'un droit a été radié ou quoi que ce soit, c'est à nous de le faire. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son existence est suffisante. Donc, ça, c'est prépondérance des probabilités, à moins qu'il n'exige une preuve plus convaincante, comme par exemple pour l'outrage au tribunal, que c'est hors de tout doute raisonnable. Bonne foi se présume toujours. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, connaissance d'office. On a quelques articles sur des trucs qu'il n'est pas obligatoire de prouver. Certains des trucs, il va falloir les alléguer. Mais c'est des trucs qu'on n'est pas obligé de prouver dans le cadre de l'enquête. Puis ensuite, lors de la plaidoirie, ben, on va pouvoir y faire référence, puis la Cour va devoir le prendre en compte. Donc, connaissance d'office, on n'est pas tenu de prouver ce que le tribunal est connu d'office. Donc, le plus important, c'est 2808. Donc, les faits dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable, l'existence de l'hiver, la présence de glace sur des trottoirs, l'inflation, le changement climatique, des trucs qui sont vraiment tellement évidents qu'on n'est pas obligé d'amener une preuve à chaque fois qu'on soulève ça. 2807, le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec. Donc, toute loi en vigueur au Québec doit être connaissance d'office du tribunal. Euh, donc, par exemple, la réforme du Code de procédure civile, ben, un tribunal, contrairement aux profs de l'école du barreau, ne peuvent pas affirmer ne pas être au courant de son existence. Ils vont être obligés d'appliquer les articles. Par contre, lorsque quelque chose n'est pas publié à la Gazette ou d'une manière autre, ben à ce moment-là, il faut l'alléguer. Il ne faut pas le prouver, mais il faut alléguer l'existence du contenu. Donc, par exemple, si on a un décret ministériel qui vient de sortir, il n'est pas encore publié, puis là, nous, on va en cours avec ça, ben, on fait juste l'alléguer dans nos procédures pour que le juge fasse Oh, je ne savais pas que ça existait, il va faire ses propres recherches, il va le trouver. Il y a aussi la nuance là, à savoir que je pense que c'est les règlements en vertu de la loi sur les cités et villes sont de connaissance d'office, mais ceux sur la loi sur les municipalités le sont pas. C'est une nuance qu'il faudrait que je vérifie, mais il y a une nuance de même, il y a ça dans le juriste classeur, à savoir qu'il y en a un qui est de connaissance d'office, puis l'autre, il faut l'alléguer quand les trucs sont régis par la loi sur les cités et villes ou la loi sur les municipalités. Il y a une petite nuance. Je sais pas si c'est dans les collections de droit, mais je sais que c'est dans le juriste classeur qu'on avait avec Isabelle Hudon. Fait que c'est à vérifier et à confirmer, mais je sais qu'il y avait une petite nuance. Droit hors Québec, le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit hors Québec pourvu qu'il était allégué. Donc, on peut alléguer le droit étranger, par exemple, dans un cas de reconnaissance de mariage étranger. Mais le tribunal peut aussi dire qu'il ne prend pas de connaissance d'office puis il demande qu'on présente l'avis d'un expert ou d'un juriste-consul pour appliquer ce droit-là. Et finalement, 2810, le tribunal peut aller sur les lieux pour checker ça a l'air de quoi. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'il va avoir constaté, ben, ça devient un peu de connaissance d'office. Fait que si le tribunal est allé sur place pour constater, par exemple, les fissures sur le bord d'un immeuble, ben après ça, je n'ai pas besoin d'amener en preuve les fissures. Je peux juste dire au juge, ben, comme vous l'avez vu lors de votre visite, il y a des fissures tel et tel endroit, tu sais. Puis le juge, à ce moment-là, va pouvoir considérer cette information-là sans que j'ai besoin, par exemple, d'amener des photos.
Ensuite, titre deuxième, des moyens de preuve. Fait que ça, c'est la partie 1. 277 du Code de procédure. OK. On peut se faire un renvoi. Ouais, ouais. 267 du Code de procédure nous prévoit la procédure pour permettre au tribunal de se pointer là. Attends, je vais regarder ça. Ouais. 277? 277. Ah, 267, pardon. Hmm. Ouais, exact. Le tribunal peut, en cours de l'enquête, rendre toutes les ordonnances appropriées, permettant d'observer les lieux, vérifier lui-même les faits litigieux. Fait que le pendant procédural de 28-10, 27-67 et pas 77. Après ça, on a justement les 5 moyens de preuve à 28-11. Donc, on a écrit, témoignage, présomption, aveu, présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le CPC. Donc, après ça, on va aller regarder les articles pour voir exactement comment ça fonctionne. Donc, dans l'écrit, je ne vais pas faire le tour de tous les articles. Grosso modo, on a 3 sortes d'écrits: écrit authentique, écrit sous seing privé, simple écrit. Et la règle générale, c'est un acte authentique fait preuve de son contenu, de l'acte juridique qu'il reconnaît. Et pour le contester, il faut faire une inscription de faux pour contredire ce que l'officier public qui constitue l'acte authentique avait mission de constater. Ici, c'est la première petite parenthèse que je vais faire, là, qui est quand même très importante sur ce que l'officier public avait mission de constater à 28-21. C'est les articles avant, on parle des copies authentiques, copies attestées, extra-authentiques. Ça pour dire que dès qu'on a un acte authentique et que l'information à l'intérieur, c'est quelque chose que l'officier devait constater, ben à ce moment-là, on fait une inscription de faux. Si c'est quelque chose que l'officier public n'avait pas mission de constater, mais il a seulement, par exemple, retranscrit ce que les parties lui ont dit, ben à ce moment-là, on ne fait pas une inscription de faux sous 258, on va plutôt faire une contestation sous 262. Et la nuance, je pense, la plus importante à cet effet-là, qui est une espèce de précision slash exception, c'est si on va voir par exemple l'article 2988 du Code civil, qui traite de l'attestation dans l'acte notarié. On dit le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l'inscription ou à la suppression d'un droit sur le registre foncier, et qui est une vente d'immeuble généralement, atteste par sa seule signature qu'il a vérifié l'identité et la qualité et la capacité des parties. Bon. Et là, le point étant que ici, on ne dit pas que le notaire constate, on dit que le notaire vérifie. Déjà là, petite nuance. Et on parle d'identité, qualité, capacité. Et il y a des décisions jurisprudentielles qui établissent que la déclaration de faux n'est nécessaire que pour l'identité des parties à l'acte. Parce que ça, c'est quelque chose que le notaire peut réellement constater par lui-même. Si quelqu'un lui donne ses pièces d'identité, il va pouvoir constater que la personne est bel et bien la personne. Par contre, par rapport à la qualité ou la capacité, il va simplement faire une vérification, dans le sens que si quelqu'un euh, ment sur sa qualité de mandataire ou quelque chose, ou quelqu'un n'est pas réellement capable de contracter, puis que ça ne paraît pas de manière évidente, bien, le notaire, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psychologue, il ne peut pas établir là, vraiment concrètement la capacité ou non de la personne. Donc, lorsqu'on fait la contestation d'un acte notarié qui rentre sous 2988, et on veut contester le fait que le notaire a mal vérifié l'identité des parties, on va passer par inscription de faux. Sinon, pour la qualité et la capacité des parties, on va y aller simplement par contestation là, sous 262. La décision à cet effet, je pense, c'est quelque chose ville contre Juteau. C'est Lapierre contre Juteau. Euh, donc, juste rappelez-vous que seulement, il faut vraiment être conscient que l'inscription de faux, c'est pour les actes, pour les faits que le notaire ou l'officier public avait mission de constater et non pas pour les trucs dont il fait seulement une vérification, comme par exemple la qualité ou la capacité sous 2988. Ensuite, il y a une petite section sur les actes semi-authentiques. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si on les met en preuve, personne ne conteste, ils vont être considérés comme legit.
Mais si quelqu'un les conteste, ben à ce moment-là, la personne qui les invoque doit en faire la preuve. Euh, Tout simplement, là, on regarde l'article 263 du Code de procédure. Puis grosso modo, ça revient à dire si, par exemple, justement, je présente un acte de mariage étranger, euh, ben, ce qui émane apparemment d'un officier public fait preuve à l'égard de tous sans qu'il soit nécessaire de prouver. Mais si quelqu'un vient à contester, ben là, à ce moment-là, il va falloir que je prouve que, justement, c'est un acte de mariage legit. Là, la personne qui l'a fait dans l'autre pays était apte à le faire, etc., etc. Ensuite, les actes sous seing privé. Ici, on parle justement d'un contrat, d'un acte qui a été signé entre deux personnes avec leur signature. Et tout simplement, ça constate un acte juridique. Ici, on se rappelle, il y a l'article 39 de la loi sur les technologies de l'information qui nous indique que la signature, ça peut être autre chose que la signature physique en bas d'un document. Ça peut être rentrer son nom d'utilisateur puis son mot de passe. Ça peut être tout moyen d'identifier la personne qui signe. Donc, grosso modo, il faut comprendre signature de manière large et libérale. Là. On ne va pas attaquer la validité du document parce que c'est signé avec le nom d'utilisateur et non pas avec la signature physique. Et ce qui est important avec la signature, c'est que quand on essaie d'opposer le document à la personne qui l'a signé, euh, l'acte est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté par 262. Fait que si j'ai un contrat avec le défendeur, je lui oppose une exécution contractuelle, je mets le contrat en preuve et qu'il ne conteste pas le contenu du contrat, ben, l'acte qu'il a signé, qu'il apparaît avoir signé, ben, va valoir contre lui. Par contre, à l'égard des tiers, ben, la personne qui invoque l'acte va devoir prouver que l'acte a bel et bien été signé par les deux personnes qui y figurent. Euh, Après ça, 28-29, l'acte sous seing privé fait preuve à l'égard de tous, euh, enfin à l'égard de ceux contre qui il est prouvé, de l'acte juridique qui les renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement. Et ici, autre petite nuance qui a été relevée dans un des exercices qu'on avait en preuve, qui a un lien avec euh, l'article 28-62 et 28-63. Dans l'exercice, là, si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui décède et avant son décès, il vend des équipements, je ne sais pas si des laveuses ou des fours ou quelque chose à une dame. Et il fait une déclaration afférente à la vente en disant que ces électroménagers-là avaient été inspectés ou n'avaient pas été inspectés par la ville, mais fait une déclaration qui est consignée à l'acte de vente, mais qui n'est pas l'acte juridique en soi. Donc, il faut faire la différence entre l'acte juridique et les déclarations des parties. Parce que si quelqu'un veut contester une déclaration d'une partie qui figure à l'acte sous seing privé, il peut le faire par témoignage, il peut le faire entre les parties. 28-62 ou 28-63 ne s'appliquent pas. Alors que si on vise à contester l'acte juridique qui est contenu dans l'acte sous seing privé, ben à ce moment-là, entre les parties, on ne peut pas faire ça, à moins qu'on ait commencement de preuve. Donc, si par exemple, dans la situation là, de l'exercice où justement, il y a un contrat de vente d'électroménager et dans le même acte de vente, il y a le vendeur dit ces biens ont été inspectés par la ville, etc., etc. Mais on peut considérer que l'acte de vente ne peut pas être contredit par les parties parce qu'il va faire preuve à l'égard d'eux. On ne peut pas le contredire par témoignage. Alors que si on veut juste contredire la déclaration, à savoir que ça a été inspecté ou pas, bien, ça, on pourrait le faire parce qu'on ne contredit pas l'acte juridique. On contredit une déclaration qui est afférente. Donc, il faut juste faire la différence entre les deux. C'est sûr qu'en pratique, la différence peut être un peu théorique ou peu claire, mais justement, dans les exercices, il y avait l'air de vraiment faire la différence entre ça. Fait que je me dis, il faut garder ça en tête quand on regarde la contestation parce que justement, c'est pas exactement la même chose. C'est si on se dit s'il y a une déclaration à l'effet, si dans un document sous seing privé, il y a une déclaration, je ne sais pas, par exemple, par rapport à la température qu'il faisait cette journée-là, ben on pourrait, par témoignage,
affirmer qu'il ne faisait pas 25, qu'il faisait 35 cette journée-là, ça serait correct. Mais on ne pourrait pas contredire l'acte juridique qui est contenu dans cet acte-là. Fait que juste faire la différence entre 28-29 qui nous dit que ce qui fait preuve de l'acte juridique et des déclarations, mais après ça, quand on tombe à 28-62, 28-63 et les articles sur la contestation de l'acte juridique, on dit vraiment de l'acte juridique, mais on ne dit pas des déclarations des parties qui s'y rapportent. Donc, petite nuance à établir ici. Ensuite, sous 28-30, on dit l'acte n'a point de date contre les tiers, dans le sens que, afin d'éviter que des conspirateurs rétrodatent un document euh, pour ensuite l'imposer à un tiers, ben, la date a pas de preuve, ne fait pas preuve contre les tiers, puis il va falloir par un autre moyen euh, établir que le contrat a été signé à cette date-là. Par contre, il y a une présomption pour les actes dans les actifs d'une entreprise. Donc, c'est un truc qui va revenir aussi plus après ça dans l'écrit non signé à 28-31. Si c'est fait dans les activités d'une entreprise, ça fait preuve de son contenu, à moins de contestation. 28-32, l'écrit qui rapporte un fait. Donc, l'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur. Donc, on se dit, si on veut prouver la véracité d'un écrit ou le contenu d'un écrit, euh, puis c'est pas un acte authentique, c'est pas un acte sous sein privé, ben, il faut soit le faire admettre à titre de témoignage ou le faire admettre à titre d'aveu. Ici, une autre petite nuance à mettre en place qui, je crois, va devenir de plus en plus important, surtout qu'on va commencer à parler de oui-dire et tout, c'est de se dire, il faut vraiment différencier l'écrit qui vise à rapporter un fait et qui vise à prouver le fait en soi, donc la véracité du contenu, par exemple, je ne sais pas, une facture pour prouver que vraiment la transaction a eu lieu, contrairement à, euh, par exemple, on veut prouver l'existence d'une déclaration sans dire si c'est vrai ou pas. Par exemple, si je veux prouver un article diffamatoire, je vais amener l'article de la presse. Par exemple, si le barreau voudrait poursuivre quelqu'un qui se plaint de la réforme, je pourrais amener l'article par exemple, qui a été publié dans la presse en preuve, juste pour prouver l'existence de la déclaration diffamatoire et non pas pour prouver que le contenu de la déclaration est véridique ou pas. Tout ce qu'on vise à prouver dans ces cas-là, c'est que la déclaration existe. Et à ce moment-là, ben, l'écrit qui rapporte un fait, justement, ben, il peut être utilisé en preuve. C'est juste qu'on ne peut pas l'utiliser pour prouver le contenu de la déclaration, pour la véracité du contenu. Ensuite, 28-33, on peut juste utiliser les papiers domestiques contre son auteur. Donc, si par exemple, on a quelqu'un qui indique qu'un paiement a été fait ou qu'un paiement a été reçu, ça peut être utilisé si c'est à son désavantage. On ne peut pas faire de la preuve qu'on a créée nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on pourrait juste écrire qu'on a payé nos dettes dans notre carnet, puis à ce moment-là, ça vaudrait contre les autres. Mais si, par exemple, on a écrit dans notre agenda qu'on a reçu un paiement en telle et telle date, ben à ce moment-là, on pourrait se voir opposer cette preuve-là, puis on pourrait se faire dire que notre recours ne fonctionne pas parce qu'on a reçu le paiement. Verset 35, quand on invoque un écrit non signé, il faut prouver que ça provient de la personne euh, qui en est l'auteur. Donc, il faut tout simplement amener une preuve autre pour montrer que c'est bien la personne ou l'entreprise qui a fait ça qui en est l'auteur. Souvent, ça va passer par une mise en demeure de reconnaître 264 ou dans le nouveau code, dans la réforme du Code de procédure civile, l'article 534.10, je crois, ou 9.9, qui nous dit que, 535.10, qui nous dit que l'origine et l'intégrité d'une pièce déposée en preuve est présumée. Donc, à ce moment-là, si on est dans le cours du Québec en bas de 100 000 et qu'on met en preuve un simple écrit, on n'est pas obligé de faire la preuve de son origine. On va présumer que l'origine qu'on allègue est la vraie. Et si la personne n'est pas d'accord, elle peut à ce moment-là faire une objection en vertu de 262. Mais sous 535.10, il n'est plus nécessaire de faire des mises en demeure de reconnaître. C'est un peu la même chose si on présente un acte sous seing privé. On n'est pas obligé de prouver ça provient de qui. Ça va juste être présumé. Puis à ce moment-là, si là, il y a une contestation sous 262, on va devoir prouver. Mais sinon, pour accélérer la procédure, on considère ça non nécessaire. Ensuite, 28-37 à 28
42, on parle du document technologique. Grosso modo, ce qu'il faut en comprendre, c'est que, à moins qu'il soit exigé une technologie spécifique, par exemple un support papier pour un acte notarié, on s'en fout, c'est quoi le type de support qui est utilisé. Il faut juste que le support permette d'établir que l'intégrité soit assurée. Donc, le contrat électronique, pas électronique, on s'en fout un peu. Il faut juste qu'on puisse prouver que le document, son intégrité peut être assurée dans le temps. Il y a 2839 qui nous dit que justement, l'intégrité du document est assurée lorsque l'information n'est pas altérée, qu'elle est maintenue dans son intégralité. Et 2840 nous dit qu'il n'y a pas lieu de prouver, à moins qu'il y ait eu contestation. Donc, grosso modo, on envoie une batch de courriel ou une batch de documents Word à la cour, c'est correct, à moins que quelqu'un fasse une contestation puis démontre prima facie qu'il y a eu une possibilité que les documents aient été modifiés, altérés, quoi que ce soit. Et généralement, la preuve ne va pas être nécessaire non plus parce que généralement, la majorité des trucs qu'on va avoir comme ça, les documents électroniques vont comporter des métadonnées qui vont, de base, permettre de prouver l'intégrité et l'origine du document. 2841 et 2842 nous indiquent seulement que si on reproduit un document, par exemple papier en électronique ou un document électronique en papier, puis on l'imprime, puis c'est un document original, il faut faire une déclaration, une certification pour dire bonjour, en telle et telle date, j'ai fait une copie de tel document, je l'ai imprimé. Souvent, ça va être dans le cadre de numérisation. Par exemple, une entreprise va numériser ses anciens états financiers. Bien, elle va numériser, elle va faire sa déclaration, elle va faire le petit papier de certification, puis ensuite, elle va déliter l'ancienne version. Puis à ce moment-là, si on veut ensuite présenter, par exemple, les états financiers d'il y a 25 ans en preuve, bien, on va devoir amener le document numérisé avec la certification qui nous démontre que justement l'intégrité du document a été assurée, puis il n'y a pas de doute à savoir que c'est bel et bien l'ancienne version, la version correcte qu'on est en train de présenter à ce moment-là. Ensuite, on a le témoignage, la présomption et l'aveu. Donc, témoignage. Relativement simple en termes d'article. Après ça, ça se complique un peu avec le oui-dire, mais grosso modo, si on témoigne, c'est les faits dont on a eu personnellement connaissance. Donc, si on n'a pas eu personnellement connaissance d'un fait, on ne peut pas témoigner à cet effet. 2844 nous dit que on peut prouver quelque chose par un seul témoin, on n'a pas besoin de corroboration. Et on n'a pas besoin de corroboration non plus pour l'enfant si l'enfant est capable soit de prêter serment, soit est capable de comprendre le devoir de dire la vérité. Donc, le juge, s'il considère que l'enfant est capable de rapporter les faits correctement, peut accepter le témoignage de l'enfant. Par contre, si l'enfant ne comprend pas le serment, et dans ce cas-là, le juge ne peut pas rendre jugement sur la seule fois de ce témoignage. Donc, si l'enfant ne comprend pas le serment, on peut le faire témoigner quand même, mais il va falloir corroborer ce qu'il dit. Par contre, si l'enfant est assez âgé pour comprendre la nature du serment, puis est capable de rendre témoignage, ben à ce moment-là, on peut utiliser ce témoignage-là pour prouver un fait, pour prouver un acte, puis on peut rendre jugement sur la seule fois de ce témoignage. Article 45, la force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal, dans le sens qu'il n'y a pas de présomption de force qu'on prévoit. Ça ne fait pas preuve à l'égard de tout nécessairement. C'est le juge va entendre le témoignage, puis il va décider un peu au pif si il croit ou pas la personne. Présomption. C'est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait inconnu d'un fait connu à un fait inconnu. Grosso modo, on peut avoir la présomption légale, donc tout simplement, un article va créer une présomption, par exemple une présomption de responsabilité pour le parent, par exemple à l'égard des actes de son enfant, ou la présomption de responsabilité du fabricant. Et là, à ce moment-là, si la présomption est simple, ben, on peut la réfuter d'une manière ou d'une autre, par exemple, plaidant la force majeure. Puis si la présomption est absolue, ben, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et une fois que les faits qui sous-tendent la présomption sont prouvés, ben, la présomption s'applique et on ne peut lui opposer aucune preuve. Ensuite, il y a aussi les présomptions de faits, les présomptions qui ne sont pas légales. Et ça, c'est des présomptions qui sont avec des faits graves, précis et concordants. Donc, vraiment qu'il y ait une succession de faits, plusieurs éléments qui permettent au tribunal, de manière grave, précise et concordante, de décider qu'il
il y a une présomption à l'effet que, par exemple, quelqu'un a commis un préjudice ou qu'un fait a eu lieu. Très important, par contre, puisque la présomption est un moyen de preuve indirect, ça va toujours être appuyé par d'autres moyens de preuve. On va prouver les différents faits qui sous-tendent la prétention. Ça s'appelle la présomption avec des témoignages, avec des aveux, avec des éléments matériels de preuve. On ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Donc, si par exemple, on a l'interdiction de contredire par témoignage un acte juridique au-dessus de 1500 $, ben à ce moment-là, il n'est pas possible de, par témoignage, prouver une présomption, puis ensuite utiliser cette présomption pour contester l'acte juridique. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, si on veut contester l'acte juridique au-dessus de 1500 $ avec une preuve par élément matériel, ça, il n'y a rien qui nous empêche de le faire parce que l'élément matériel est un élément de preuve, un moyen de preuve direct. Ensuite, l'aveu. L'aveu, c'est la reconnaissance d'un fait par son auteur et ce fait-là peut avoir des conséquences juridiques. Donc, on peut soit faire un aveu au courant de l'instance. À ce moment-là, on ne peut pas le révoquer et à moins que ce soit une erreur de fait, ben, ça fait preuve euh, contre la partie. Donc, par exemple, souvent, ça va être les aveux dans les demandes d'introductive d'instance ou dans les défenses des défendeurs. Ils vont répondre, ils vont alléguer des faits, ils vont reconnaître des éléments. Puis à ce moment-là, ben, c'est des aveux judiciaires qui sont faits. Sinon, on peut avoir l'aveu extrajudiciaire. Donc, en dehors de l'instance, la personne fait un aveu, ça peut avoir un impact juridique et donc, ça va pouvoir être utilisé contre elle. Par contre, un peu comme pour la présomption, si la preuve, par exemple, par témoignage n'est pas permise, on ne va pas pouvoir prouver l'aveu extrajudiciaire avec un témoignage pour ensuite prouver, par exemple, la nature d'un contrat. Et à cet effet, on a l'article 2867 qui nous dit l'aveu fait en dehors de l'instance où il est invoqué se prouve par les moyens recevables pour prouver le fait qui en est l'objet. Si, par exemple, euh, le fait qui en est l'objet, qui est l'objet de l'aveu, c'est par exemple la valeur d'un contrat ou la somme prévue à un contrat, ben à ce moment-là, on ne peut pas utiliser le témoignage pour prouver cet aveu-là. Donc, il va falloir prouver l'aveu extrajudiciaire par un autre moyen, par un élément matériel de preuve, par un écrit, par quelque chose, mais on ne peut pas seulement prouver un aveu par témoignage, puis ensuite, avec cet aveu-là, contester, par exemple, le contenu d'un acte juridique au-dessus de 1500 $. Donc, si la loi nous interdit d'utiliser le témoignage pour quelque chose, on ne peut pas utiliser le témoignage pour prouver un aveu ou pour prouver une présomption, puis ensuite essayer de contester un acte. Encore dans l'aveu 2853, l'aveu ne peut être divisé à moins qu'il ne contienne des faits étrangers à la contestation liés. Donc, généralement, un aveu, ça va être donné en un seul bloc. Mais si par exemple, on a un aveu qui est où la personne avoue avoir commis un préjudice, qu'après ça, c'est 12 minutes de rambling sur des conspirations gouvernementales, il n'y a rien qui nous empêche de couper le bout où il râle un peu n'importe quoi, puis garder juste la section qui est importante. Par contre, si l'autre partie considère que l'élément qu'on a retiré de l'aveu ben, contient des informations importantes, qu'il y a un lien, il y a une connexité, ben, à ce moment-là, elle peut demander au juge de ne pas permettre la division de l'aveu, puis que l'aveu en entier soit mis en preuve. Finalement, élément matériel de preuve. Donc, on peut utiliser un élément matériel de preuve pour permettre au juge de faire directement ses propres constatations. Donc, ça va être un objet ou une représentation sensorielle, genre une vidéo, une photo, un enregistrement. Et pour que l'élément de preuve ait une force probante, il faut qu'on en établisse l'authenticité. Donc, si par exemple on parle d'une photographie, on pourrait par exemple demander au photographe de venir témoigner pour dire oui, c'est bien la photo que j'ai prise à telle et telle date. Cependant, quand on parle d'un élément matériel qui est un document technologique, donc une photo électronique, une vidéo, un enregistrement audio, un screenshot de page web, tout ce qu'on veut, dès que le document technologique contient des métadonnées, on n'est pas obligé de faire une preuve distincte d'authenticité. Donc, si par exemple, on a une photo qui a été prise avec un iPhone, généralement, il y aura des métadonnées qui contiennent l'heure, la date, la taille du fichier, le lieu où ça a été pris, etc., etc. Donc, à ce moment-là, le simple fait d'envoyer la photo, ça contient les métadonnées. On peut vérifier que la photo n'a pas été altérée. Il n'y a pas de problème. Par contre,
à l'article 5 de la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information, on dit justement s'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'établir que l'intégrité du document a été intacte, puis qu'il n'y a, pas de métadonnées, par exemple, mais là, à ce moment-là, va falloir établir l'authenticité autrement pour que le tribunal puisse considérer l'élément matériel de preuve. Ensuite, recevabilité des éléments et des moyens de preuve. Donc, premièrement, premier élément le plus important, 2857 fait pertinent. Donc, première objection possible, objection, pertinence. Ici, il faut vraiment se dire, cette section-là, c'est vraiment une section qu'on, pratiquement chaque article, c'est une objection possible. On peut s'objecter en disant, ah, c'est pas possible parce que ci ou ça. Donc, premièrement, fait pertinent. La preuve de tout fait pertinent est recevable et peut être faite par tous les moyens. Si le fait n'est pas pertinent, pas recevable. Rejet d'éléments de preuve. Ensuite, le tribunal doit même d'office rejeter tout élément de preuve obtenu dans les conditions qui portent atteinte aux droits fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Donc, si ça viole un droit et ça déconsidère l'administration de la justice, on peut demander l'exclusion de la preuve et le tribunal doit le faire par lui-même. Par contre, si on parle de secret professionnel, dès qu'il y a une violation du secret professionnel, on peut demander le rejet de l'élément de preuve. Ensuite, 2859 et suivant jusqu'à, en fait, 2868, c'est des éléments, c'est des objections que le tribunal ne peut pas soulever d'office. Donc, c'est très important de s'en rappeler. Si la partie au litige ne soulève pas cette objection-là durant la présentation de la preuve, elle ne pourra pas par la suite s'opposer au témoignage ou s'opposer à la preuve qui a été faite en vertu d'un de ces moyens-là. Donc, 2860, il faut produire la meilleure preuve, à moins qu'on ait une bonne raison de ne pas le faire. Même chose en 2861. Donc, lorsqu'il n'a pas été possible à une partie de se ménager la preuve écrite d'un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tout moyen. Donc, si par exemple, le contrat s'est fait verbalement et que de l'usage des parties, ils se connaissaient bien, il ne semblait pas nécessaire de faire un acte juridique, puis il n'a pas été possible de se ménager une preuve, bien à ce moment-là, elle va pouvoir faire la preuve de l'acte par tout moyen. Par contre, 2862 nous indique que la preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500. Donc, règle générale, si on a un contrat plus de 1 500 on ne peut pas le prouver par témoignage. Par contre, dès qu'il y a commencement de preuve, on peut le faire. Et on peut aussi prouver contre quelqu'un pour un acte passé dans le cours d'activité d'une entreprise. Donc, on a deux exceptions. Si on a un commencement de preuve ou ça a été passé dans le cadre des activités d'une entreprise. Et à ce moment-là, on peut prouver ce contrat-là par témoignage. La nuance très importante à apporter à la deuxième exception, en fait, c'est qu'on dit vraiment tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. Donc, si on a la situation suivante, on a un consommateur qui fait un contrat avec une entreprise et qui n'a pas de contrat. Le contrat excède 1 500 $. Le consommateur va pouvoir prouver par témoignage que l'entreprise a fait ce contrat-là parce que c'est un acte passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. Par contre, l'entreprise ne va pas pouvoir prouver l'acte de plus de 1 500 $ à l'égard du consommateur parce que le consommateur n'a pas passé cet acte-là dans le cours des activités d'une entreprise parce que lui, il n'exploite pas une entreprise. Et l'exception 1, qu'on parle de commencement de preuve, on peut voir 2865 qui nous dit qu'un commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel. Donc, il faut tout simplement que quelque chose qui résulte de la partie adverse ou un élément matériel que nous, on a, rende minimalement legit notre contestation de l'acte juridique, notre preuve de l'acte juridique. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire la preuve par témoignage. Puis ici, c'est bien important de comprendre que c'est vraiment un aveu ou un écrit émanant de la partie adverse. Donc, souvent, en pratique, la procédure va être de, par exemple, lors du contre-interrogatoire de la partie adverse, on va essayer d'y faire un aveu en cours d'instance, pour qu'on puisse dire, ah, voyez-vous, vous avez avoué, vous avez dit ça en témoignage, maintenant on peut commencer à faire la preuve par témoignage de l'acte juridique.
ou bien on a un écrit qui émane de la partie adverse, ou bien dans sa procédure, elle allègue des faits, puis ça laisse sous-entendre qu'il y avait un contrat. On peut prendre ces informations-là, puis à ce moment-là, euh, si le juge trouve ça vraisemblable, on peut à ce moment-là amener un témoin puis prouver le contrat par témoignage, même s'il est au-dessus de 1500 $. Ensuite, 2863, les parties à un acte juridique ne peuvent par témoignage le contredire ou en changer les termes. Donc, dans un acte sous seing privé, les deux parties qui l'ont signé ne peuvent pas, à moins d'un commencement de preuve sous 2865, par témoignage, dire ah ben là, on ne sait pas vraiment ça sur quoi on s'était entendu. Par contre, s'il y a un tiers auquel on essaie d'imposer un acte juridique ou il amène un acte juridique dans un recours contre lui, lui, il peut sans problème amener un témoignage pour contredire cet acte-là parce qu'il n'est pas visé par 2863. Finalement, 2864, la preuve par témoignage est admise pour interpréter, compléter ou attaquer la validité d'un acte juridique. Donc, on peut par témoignage, par exemple, prouver qu'il y a eu un dol ou prouver que quand on a écrit, je ne sais pas, la dette va être exigible lors de l'anniversaire, ben, préciser c'est l'anniversaire de qui. Fait que si vraiment il y a un écrit qui est incomplet, qui manque de quoi, on ne peut pas vraiment savoir c'est quoi la portée de l'acte sans témoignage. On peut admettre un témoignage, mais il ne faut pas que ça équivale à une contradiction. Parce que si on est dans une contradiction, on tombe dans 2863, puis les parties ne peuvent pas contredire sans commencement de preuve. Euh, Ensuite, 2866, preuve contre présomption légale. Donc, on peut contredire une présomption légale si il y a un aveu qui est fait lors de l'instance. Par contre, on ne peut pas amener un aveu fait en dehors de l'instance pour contrer une présomption légale. Lorsque la présomption annule certains actes ou refuse l'action en justice. Donc, grosso modo, si on a des présomptions, par exemple, qui font que quelqu'un n'est pas responsable, bien à ce moment-là, on ne peut pas contester cette présomption-là, à moins que durant l'instance, il y ait un aveu qui nous laisse croire que justement, la personne, par exemple, est responsable et qu'on peut à ce moment-là renverser la présomption. Ben, de santé, j'en ai parlé tantôt, on ne peut pas prouver l'aveu si c'est pour prouver on ne peut pas prouver l'aveu par un moyen qui est interdit. Donc, si on veut, par exemple, on veut prouver le contenu d'un acte juridique de plus de 1500 $, on ne peut pas le faire par aveu si cet aveu est prouvé par témoignage. Ben, de santé vite, preuve par élément matériel. La preuve par la présentation d'un élément matériel est admise conformément aux règles de recevabilité prévues pour prouver l'objet, le fait ou le lieu qui le représente. Donc, si on veut prouver justement, euh, par exemple, un contrat, par exemple, un acte sous seing privé par élément matériel, ben, il va falloir faire cette preuve-là conformément aux règles de recevabilité de l'acte sous seing privé. Chapitre troisième, de certaines déclarations. Ça ici, grosso modo, c'est comment faire pour éviter l'interdiction du oui-dire dans certains cas spécifiques. Grosso modo, premièrement, si les parties y consentent, on peut accueillir une déclaration d'une personne qui ne témoigne pas ou qu'un témoin a fait antérieurement. Donc, si les parties consentent, on peut accueillir cette déclaration-là. Ensuite, 2810, on peut accueillir la déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin. Encore une fois, techniquement, c'est un problème parce qu'on ne peut pas la contre-interroger, mais on peut admettre si euh, elle aurait pu témoigner, mais il y a une bonne raison qu'elle ne puisse pas le faire. La raison classique, c'est que la personne est morte, par exemple. Elle a fait une déclaration écrite, elle est décédée 2 semaines plus tard. On ne peut pas vraiment la contre-interroger, mais il faut que la déclaration, le document, ce qu'on amène comme déclaration sur 2870 présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Donc, si par exemple, justement, quelqu'un fait une déclaration dans un acte sous seing privé 2 semaines avant son décès, puis à ce moment-là, on veut amener cette déclaration-là comme pour valoir témoignage, bien, c'est correct, mais il faut juste que le tribunal soit d'accord qu'il y a des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'attendre à ce que le document ne soit pas un faux. Là. 2871, quand une personne comparaît comme témoin, automatiquement, on peut admettre ses anciennes déclarations si elles ont des garanties suffisantes pour qu'on puisse s'y fier. Puis, anyway, euh,
si elle fait ces déclarations-là avant, puis elle se présente comme témoin, bon, on va pouvoir la contre-interroger à cet effet-là. Donc, généralement, c'est pas quelque chose qui pose problème. Si on a fait une déclaration antérieure, ben, on va pouvoir nous contre-interroger là-dessus, fait que souvent, on peut l'admettre en preuve. 28-72, une déclaration écrite. S'il y a une déclaration qui a été faite, elle est écrite, elle doit être produite sous forme écrite. Et toute autre déclaration peut être prouvée que par la déposition de l'auteur ou ceux qui ont eu personnellement connaissance. Donc, grosso modo, si quelqu'un a fait une déclaration avant son décès, on peut la prouver avec quelqu'un qui en a eu personnellement connaissance, si encore une fois, on a les garanties suffisantes qui permettent de s'y fier. Ensuite, déclaration écrite par une autre personne. Donc, soit on amène la personne qui a fait la déclaration. Par exemple, moi, je fais une déclaration, ma secrétaire note ma déclaration. Si cette déclaration-là, ensuite, cet écrit-là est amené en preuve, ben moi, je peux reconnaître, par exemple, par une mise en demeure, de reconnaître que oui, c'est bel et bien moi qui ai dit ça, ça représente fidèlement ce que j'ai dit. Euh, ou par exemple, si je fais la demande euh, à ma secrétaire de noter ce que je dis, puis ensuite, cet écrit-là est publié, est amené en preuve, ben, s'il y a lieu de présumer que l'écrit reproduit finalement la déclaration, ben, il n'y a pas de problème. Donc, il faut juste, si on publie, mettons justement le compte rendu d'un discours, d'une conférence ou d'un appel téléphonique, ben, il faut s'assurer justement que euh, la personne qui a fait cette déclaration-là puisse dire oui, oui, c'est bel et bien ce qui s'est dit dans cet appel téléphonique. Je reconnais que c'est des paroles qui ont été dites et c'est bel et bien moi, etc., etc. Finalement, déclaration enregistrée, donc 2874. Donc, si une déclaration est enregistrée sur un ruban magnétique ou une autre technique d'enregistrement, il faut prouver l'authenticité euh, de manière distincte. Donc, grosso modo, encore une fois, si je fais un enregistrement audio, je peux soit fournir les métadonnées, soit je dois amener une preuve que justement l'audio n'a pas été découpé, recoupé, modifié, etc., etc. Donc, généralement, quand j'ai les métadonnées, il n'y a pas de problème. Sinon, justement, il faut que j'amène une preuve d'authenticité. Puis souvent, ça va jouer quand, par exemple, j'ai enregistré sur un support donné, puis je l'ai ensuite copié sur un autre support technologique. Imaginons que je fais un enregistrement euh, sur des bandes magnétiques, puis ensuite je numérise les bandes magnétiques et je les mets sous forme de CD. Mais dans ce cas-là, il va falloir que je fasse, comme prévu, la 2840 et 2841, il va falloir que je fasse justement la certification que la copie a bel et bien été faite de la bonne manière, puis que ça permet d'établir les circonstances, la date de la reproduction pour être sûr que la reproduction n'a pas coupé des bouts, n'a pas atteint l'intégrité du document. Puis ensuite, une fois que, par exemple, j'ai ma version numérique de cet audio-là, ben les métadonnées de cet audio-là vont permettre de garantir que depuis que ça a été copié, ça n'a pas été modifié non plus. Fait que ça fait globalement le tour des articles qui concernent la preuve. Il y a une exception dont je voulais vous parler dans la loi sur la protection du consommateur. Je pense que c'est à l'article 163. Non, c'est plus loin. C'est 200, c'est dans les 200, c'est dans les recours, je crois. C'est un article qui nous dit grosso modo que le consommateur, pour prouver une violation. Oui, 263. Malgré l'article 2863 du Code, le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d'un écrit. Donc, gardez-vous vraiment en tête que si on est dans une mise en situation à l'examen, puis on nous parle par exemple, dans les exercices, ils mettent tout le temps des trucs genre quelqu'un contracte avec son gym, quelqu'un va acheter une auto, quelqu'un, tu sais, des trucs que vraiment on a consommateur puis commerçant, puis on va pas y penser tout de suite, mais il faut avoir une petite lumière qui s'allume puis se dire je suis dans la LPC. Si mon consommateur, seulement mon consommateur, pas le commerçant, mais si le consommateur veut faire une preuve pour contredire l'acte juridique, par exemple, il n'y a aucun problème. Il peut le faire. Il peut le faire par témoignage. Par contre, le commerçant ne pourrait pas faire ça. Donc, si, par exemple, le consommateur veut prouver que le prix de vente était différent, bien, il peut le faire par témoignage, alors que si le commerçant veut prouver que le prix de vente était différent, il ne peut pas le faire par témoignage. Donc, gardez ça en tête.
moi, je me suis noté à 2863 du Code civil, je me suis écrit en gros gras euh, l'article 263 de la LPC parce que ça peut être un truc qu'on passe outre. Puis dans un choix de réponse, c'est pas obligatoire qu'ils nomment la LPC. Ils peuvent juste dire il est possible pour le client de contester, il n'est pas possible pour le client de contester par témoignage. Puis là, à ce moment-là, le premier réflexe de tout le monde, ça va dire ah ben il peut pas, c'est 2863. Mais il faut se rappeler qu'il existe 263 de la LPC qui peut venir déranger un petit peu. Donc là, ça termine le code civil. Puis après ça, rapidement, là, dans le code de procédure, il y a différents éléments sur lesquels je voulais revenir rapido presto, euh, simplement pour être sûr qu'on n'oublie rien. Euh, donc, dans la constitution, communication de la preuve avant l'instruction, première affaire très importante, je le disais tantôt dans la révision de procédure civile, mais le montant de l'interrogatoire préalable a été modifié. Il n'y a pas d'interrogatoire préalable à l'instruction orale, évidemment, en bas de 50 000 $. Avant, c'était 30 000, là, c'est 50 000. Il y en a un seul maintenant qui est autorisé par la loi. Donc, très important, là, il y a une modification qui a été faite par 535. Ensuite, autre article important là, dans ces articles du Code de procédure, dans le rapport d'expertise, très important, lorsque le rapport est demandé par une partie, elle n'est pas obligée de le communiquer si elle s'en prévaut pas. Donc, si par exemple le rapport est super détrimentaire à sa position, puis ça ne suit pas ses affaires, ben, elle n'est pas obligée de le publier. Elle peut le garder pour elle. Par contre, si c'est un expert qui est mandaté par le tribunal ou c'est un expert commun, là, à ce moment-là, c'est publié au greffe, puis c'est à la disponibilité de tous. 239 et 238 du Code de procédure civile. Ensuite, 241, une fois que le rapport a été communiqué, on a 10 jours pour demander le rejet du rapport. Puis si on ne le fait pas, ben à ce moment-là, je pense que c'est 293, 292, 293, le rapport d'expertise vaut pour témoignage de l'expert. Fait qu'à ce moment-là, on ne va plus pouvoir contester sur la base de l'irrégularité, l'erreur grave ou la partialité, parce qu'on on devait le faire dans les 10 jours. À moins, bien sûr, qu'on avait une bonne raison de ne pas le faire. Euh, Ensuite, sur l'examen psychosocial, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que il faut que la personne, il ne faut pas qu'on la niaise trop là-dedans, il faut que ce soit nécessaire pour statuer. En matière familiale, l'examen psychosocial ne peut être fait que si la personne y consent ou si le tribunal l'ordonne. Puis le tribunal peut, sur demande, empêcher la tenue s'il estime que le droit à l'intégrité et le respect de la personne va être menacé, dans l'article 244. Puis finalement, il y a aussi la question de la communication du dossier médical. Donc, on peut ordonner à un établissement de santé de fournir le dossier d'une personne euh, pour prendre copie des renseignements pertinents à la preuve. Donc, s'il faut établir son état physique ou mental, surtout en matière de respo médical, ben à ce moment-là, on va pouvoir demander la communication de dossier médical pour établir justement si elle avait des prédispositions, si elle avait d'autres accidents par le passé, etc., etc. Euh, Ensuite, 246 et suivant, communication, production des éléments de preuve. Grosso modo, dès qu'on fait un acte de procédure, il faut indiquer dans l'avis qui vient quelles sont les pièces qui sont disponibles avec cet acte-là, qui sont au support de cet acte-là, à moins qu'on remette les pièces directement en même temps de déposer l'avis ou l'acte. Euh, un tiers doit, qui détient un document se rapportant au litige, on est à l'article 251, doit, sur demande du tribunal, en donner communication, le présenter aux parties, le soumettre à une expertise ou le préserver. Donc, si un tiers qui, par exemple, je sais pas, possède une auto qui est impliquée dans un accident, on peut demander de dire, ben, vous êtes obligé de nous le fournir pour une expertise pour voir, par exemple, quels étaient les dommages ou de quoi vers l'auto, etc., etc. Préalablement à l'instance, on a les articles 253 et suivants qui nous permettent, grosso modo, de collecter de la preuve, de faire un interrogatoire. Et on n'est pas ici dans le cas d'un interrogatoire préalable. On n'est pas dans les articles 228, 229. Là. On est vraiment dans une situation où on veut interroger quelqu'un comme si on l'interrogeait à l'audience, à l'instruction, mais on a peur de ne pas être capable de le faire parce que
il va mourir, il va quitter le pays, etc., etc. Donc, on peut le faire à l'avance. Et à ce moment-là, ça va être un peu comme un témoignage là, sous l'article 200, je ne sais plus trop quoi, le témoignage en dehors de la présence du tribunal. On est dans l'article 195. Donc, lorsque les positions de témoin est entendue et tout, ça va être versé au tribunal automatiquement. Donc, on ne peut pas juste, on va interviewer le témoin à l'avance, puis on va l'interroger, puis après ça, si ça ne nous plaît pas, on va pas publier. Là. On fait une demande, on l'interroge à l'avance, mais après ça, si on introduit l'instance, ben, c'est disponible pour toutes les parties. Euh, mais aussi, s'il y a un litige qui naît, 256, on peut demander aux témoins ou aux experts de venir comparaître à nouveau s'ils sont encore disponibles. Ça vient pas empêcher un contre-interrogatoire, ça vient pas empêcher non plus de réinterroger les témoins. La même chose est prévue à 257, mais préalablement à l'instruction. Fait que c'est un peu la même chose. On a l'autorisation du tribunal, puis on peut, avant l'instruction, interroger quelqu'un pour s'assurer justement que la preuve ne disparaisse pas. Ensuite, chapitre 5, contestation d'éléments de preuve. On est à 258 et suivant. Ça, c'est très, très, très important. Ce qu'il faut en comprendre globalement, c'est, comme je disais tantôt, 28-21. Si on veut contester les éléments constatés par l'officier public, on fait une demande de déclaration de faux. Il faut aviser les autres parties. Il faut regarder si la personne veut se servir de l'acte ou pas. Si elle ne veut pas s'en servir, ben, c'est retiré. Puis sinon, ils ont 10 jours pour dire qu'ils veulent s'en servir. Et on fait une déclaration sous serment à l'appui de notre allégation de faux pour supporter notre acte. Ensuite, 261, demande de déclaration de faux, mais pour cette fois, le procès verbal d'un huissier. Ce qui conteste, ce qui constate durant par exemple sa signification ou sa saisie. Euh, je me rappelle tout de suite de vous mentionner pour ne pas oublier que euh, dans la section sur le témoignage, on nous indique qu'il n'est pas possible de faire témoigner le huissier sur les faits dont il a eu connaissance lors de la remise d'une signification d'un document. Donc, si par exemple, on remet une demande introductive d'instance à un défendeur, puis qu'à ce moment-là, il fait une déclaration un peu soudaine à savoir qu'il a fait, il a commis les actes reprochés ou quoi que ce soit. Mais le huissier ne peut pas témoigner à cet effet-là parce qu'on considère que justement, quand on remet une déclaration, une demande introductive d'instance, ben, ça soulève des émotions, etc., etc., puis on ne peut pas utiliser ça, disons, à notre avantage. Mais déclaration de faux pour un procès verbal 261. 262, c'est quand on veut contester l'origine, la véracité, la validité de n'importe quel autre document. Donc, il ne s'agit pas d'un acte authentique qu'on conteste par déclaration de faux ou d'un procès verbal qu'on conteste par déclaration de faux. On passe par 262 ou par 263 pour l'acte semi-authentique, mais encore une fois, je ne pense pas que ça va être très utile ni utilisé. 264, mise en demeure de reconnaître l'origine ou l'intégrité. Encore une fois, si on est sous 535 Cours du Québec, moins de 100 000 ça tombe parce que l'origine et l'intégrité de tous les documents versés sont présumés. On n'a pas besoin de faire ça. 264. Puis sous le code de procédure, c'est 535.10. Il faut juste se rappeler que justement, si on est en Cours du Québec, là, moins de 100 000 il faut penser à aller checker les articles de la réforme pour ne pas se faire avoir. Ensuite, l'instruction, la marge de l'instruction, déroulement, enquête, plaidoirie, nanana. Si le témoin est absent, 266, on peut justifier notre diligence. Donc, on peut dire, ah, ben, il a été malade, il y a eu un accident. Ou, sur consentement de l'autre partie, on peut témoigner à sa place puis dire qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il aurait dit. Ensuite, 269 et suivant, la convocation des témoins. Grosso modo, on demande aux témoins de se présenter, on leur verse des frais pour leur déplacement et leurs problèmes et sont obligés de témoigner par la suite. 270 alinéa 2, très important. Notaire, arpenteur, géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique. Fait que, vu que c'est une copie authentique,
on va le voir, on lui demande de nous faire une copie, puis on amène la copie, parce qu'on ne veut pas perdre notre temps à faire venir tous les notaires et tous les apporteurs géomètres chaque fois qu'on présente un acte de vente ou un certificat de bornage. Puis dans le même article que ce que je vous parlais tantôt, un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d'aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d'un acte de procédure. Fait que si quelqu'un fait une déclaration soudaine en même temps de se faire donner quelque chose par le huissier, on ne peut pas citer le huissier à comparaître pour témoigner de ça. Ouais. 273, indemnité du témoin. 276, contraignabilité du témoin. C'est ce que je vous disais. On peut contraindre le témoin à témoigner. Il est obligé de le faire. À moins qu'il soulève une des exceptions prévues là, à 282, 283, 284. Donc, c'est-à-dire communication entre conjoints, fonctionnaires de l'État, secret professionnel. Par contre, 285, il ne peut pas refuser de répondre pour le motif que ça va l'incriminer lui-même. Dans le sens que s'il s'incrimine, on ne pourra pas utiliser sa réponse contre lui, à moins qu'il ait fait des témoignages contradictoires ou il ait fait du parjure. Fait que si dans une affaire, par exemple, on appelle quelqu'un en témoignage, puis on lui demande de témoigner sur, par exemple, je ne sais pas à quelle vitesse il roulait à telle et telle date, puis là, il dit qu'il roulait à 200 km/h, mais on ne peut pas par la suite prendre ce témoin-là puis lui faire un procès parce qu'il a roulé trop vite. T'sais. Il faut vraiment, c'est dans le cadre de l'instance, on va utiliser ce qu'il dit, mais on ne peut pas l'utiliser contre lui par la suite. Donc, pour revenir un peu en arrière dans le code, 278, on protège le témoin contre les manœuvres d'intimidation. 279, on peut, au besoin, interroger en dehors des autres témoins, par exemple, pour éviter que les témoins corroborent leurs témoignages entre eux, etc., etc. 280, super important, pas de questions suggestives, à moins que le témoin cherche à éviter la question, le témoin a des intérêts opposés, a.k.a. c'est l'autre partie, ou bien on soit en contre-interrogatoire. Donc, si on interroge notre propre témoin, on ne peut pas être suggestif, à moins que le témoin essaie clairement d'éviter la question, ou que le témoin, ça soit l'autre partie, ou bien que ça soit genre la mère du témoin, du défendeur, dans le sens qu'il y a vraiment un intérêt opposé, puis tu vois clairement que la personne ne veut pas collaborer, ou on est en contre-interrogatoire. Puis en contre-interrogatoire, everything goes. Il n'y a pas de limite. Seulement, il ne faut pas être abusif et désagréable, 278, mais grosso modo, on peut poser toutes les questions suggestives qu'on veut pour essayer d'affecter la crédibilité du témoin. 281 nous dit qu'on peut affecter la crédibilité de notre propre témoin s'il commence à dire du grand n'importe quoi, puis on est obligé un peu d'affecter sa crédibilité pour un peu discard ce qu'il est en train de dire, parce que visiblement, il est en train un peu de mettre dans le marde tout notre dossier en disant n'importe quoi. Fait qu'on peut, mais seulement si il fait n'importe quoi, puis il dit le contraire de ce qui, de ce qui s'est passé, etc. Puis il faut vraiment qu'on le prouve. Sinon, on ne peut pas juste ouvertement attaquer la crédibilité de notre témoin. Et cette mention ici est importante ici. Techniquement, tous les éléments de preuve qu'on amène comme preuve au dossier, il faut que ce soit amené avant l'instruction. Il y a des délais qui sont prévus là, aux articles 260 et suivants. Par contre, si on en amène une pendant l'instance, il faut demander l'autorisation du tribunal, puis s'expliquer, puis il faut peut-être admettre un élément de preuve. Par contre, si on veut affecter la crédibilité d'un témoin, et seulement pour affecter sa crédibilité, on peut amener un élément de preuve qui n'a pas été prévu à l'avance. Je m'explique. Si par exemple, j'interroge mon témoin, je contre-interroge par exemple un témoin, et là, je lui demande si lui il témoigne sur, je sais pas, sur la nature d'un incendie. Puis là, je lui demande il était où ce soir-là. Puis là, il me dit qu'il était juste devant la bâtisse sur son balcon, puis il l'a bien vu brûler. Mais moi, il n'y a rien qui m'empêche de sortir à ce moment-là une déclaration vidéo d'un gars qui l'a vu traîner au bord cette soirée-là. Même si je n'ai pas averti l'autre partie que j'allais sortir cette déclaration-là. Moi, si c'est juste pour affecter la crédibilité du témoin, pas pour attaquer la véracité de ce qu'il dit. Je veux juste dire, regardez, ce témoin n'est pas crédible, voici pourquoi. Je peux lui sortir une déclaration écrite qu'il a faite par le passé. Je peux sortir un élément de preuve un peu de mon chapeau pour le surprendre. Mais à ce moment-là, il va falloir que je le montre aux autres parties, puis que le juge le voit, etc., etc. Mais je n'ai pas besoin de présenter cet élément de preuve à l'avance parce que ce n'est pas un élément de preuve que je veux utiliser pour
disons, pour faire ma preuve, si c'est un élément de preuve que je sors parce que le témoin est en train de mentir, admettons, activement. Puis là, je peux amener une déclaration qui n'a pas été préalablement notifiée aux autres parties. Mais c'est vraiment une exception quand on veut vraiment affecter la crédibilité d'un témoin et non pas quand on veut, par exemple, prouver la véracité de ce qu'il dit. Fait que là, il faut vraiment que ce soit vraiment dans le but de montrer qu'il n'est pas crédible. Ça, je peux sortir l'élément de preuve que je veux de où est-ce que je veux. Ensuite, audition des majeurs inaptes, ils peuvent être accompagnés, 290. On peut l'interroger hors la présence des parties si on les a informés, etc., etc. 292. Article très, très important parce qu'il y a une version plus boostée de cet article-là qui est prévue maintenant à 535.14. On dit une partie peut produire un titre de témoignage, outre une déclaration prévue, la déclaration écrite de son témoin, pourvu que cette déclaration porte sur un fait secondaire. Donc, dans la procédure du code de procédure, avant 535, c'est si j'ai, par exemple, un rapport de police qui traite de l'état de la rue avant l'accident, puis c'est un fait secondaire, c'est pas le point de contention du litige, ben, je peux amener juste une preuve écrite, puis il est bien correct. Si c'est notifié aux autres parties, puis l'autre partie peut, si elle veut, contre-interroger ce témoin en l'invitant à venir à l'audience. Par contre, sous 535.14, la réforme, ça écrit que n'importe quel témoignage peut être fait maintenant par déclaration écrite. Donc, il faut juste notifier à l'autre partie et on peut faire une déclaration écrite pour n'importe quel témoignage. Par contre, ce n'est pas écrit clairement dans 535.14 que l'autre partie peut exiger la présence à l'enquête du témoin. De mon côté, j'ai posé la question lors des périodes de révision. Le prof ne connaissait pas l'existence de la réforme. Il a écrit un courriel au barreau pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Le barreau nous a répondu qu'il fallait simplement lire la disposition puis l'appliquer parce qu'il n'y avait pas de décision à cet effet. Fait que j'ai fait un peu de recherche de mon côté. J'étais allé voir les débats parlementaires sur le projet de loi 8. Et dans ce débat-là, la question a été posée par un député au ministre Jolin Barrette, à savoir, mais là, à 535.14, c'est pas écrit qu'on peut contre-interroger. Puis là, Jolin Barrette a fait parler une autre madame du ministère de la Justice, qui est comme la personne qui a rédigé ça, puis a dit oui, mais la logique, c'est de dire la section 1, ben, elle a fait la section sur la procédure contentieuse. Ça régit toute la procédure contentieuse. Et donc, l'alinéa 2 de 292 va s'appliquer à la déclaration écrite de 535.14. Donc, si on a une déclaration écrite sur 535.14, par exemple, dans un cas de, je ne sais pas, on fait une poursuite en responsabilité civile, ma victime témoigne par écrit. Bien, l'autre partie, si elle est notifiée préalablement, elle peut demander, avant la date fixée pour l'instruction, la présence à l'enquête du témoin pour l'interroger ou encore elle peut obtenir l'autorisation du tribunal pour l'interroger hors sa présence. Donc, même si ce n'est pas écrit directement à 535.14, puis vous pouvez aller voir pour vous-même dans ces débats parlementaires-là, c'est vraiment la question qui est posée. Jean Barrette dit oui, oui, mais il y a rien qui empêche une partie de contre-interroger. Le député répond ouais, mais c'est pas écrit à point 14. Puis là, la madame du ministère de la Justice dit oui, mais le livre de procédure contentieuse, je régis toute la procédure contentieuse. Puis vu que ça concerne des déclarations écrites, ben, on peut utiliser 292 alinéa 2. Ensuite, témoignage de l'expert. Très simple, c'est un témoignage. 294, on peut le contre-interroger pour des précisions, son avis, etc., etc. Par contre, si on n'a pas fait la contestation sous 240, 241, le truc de l'expert, 241, si on n'a pas fait de demande de rejet de rapport, ben on ne peut pas la faire durant l'instance, à moins que, malgré notre diligence, nous n'avons pas pu le constater avant l'instruction. Et pour finir, dernier élément, témoignage en la présence du tribunal. Encore une fois, il faut faire la différence entre le témoignage en la présence du tribunal et l'interrogatoire préalable. Parce que la déposition du témoin est entendue, toutes les parties présentes ou dûment appelées, et elle est enregistrée et versée au dossier pour valoir comme si elle avait été recueillie devant le tribunal. Contrairement à l'interrogatoire préalable qui n'a pas à être publié si la partie qui le fait ne le considère pas nécessaire. Donc, grosso modo, si je demande au tribunal d'interroger quelqu'un hors sa présence, ce qui va être dit lors de cet interrogatoire-là, c'est comme si ça avait été dit lors de l'instance, et donc,
L'ordre d'instruction, ça va être versé au dossier, puis ça va être disponible pour tout le monde. Alors que si je fais un interrogatoire préalable, puis je me rends compte que les questions ne m'avantagent vraiment pas, ben, je peux ne pas publier le truc. Ça complète globalement le code de procédure civile. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et sinon, bonne révision. Puis on se voit demain pour les autres séances. Merci.